Salut à tous et salut à toutes, vous êtes sur la Web TV Le Média et vous regardez Cybercombat, notre chronique sur l'actualité vue par la lorgnette du web, des réseaux et de la tech. Les grandes entreprises de la tech seraient-elles en train de connaître un printemps syndical? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, en parlant notamment du secteur des jeux vidéo, mais aussi d'Amazon. On reviendra sur les cyberattaques envers les plateformes d'enseignement à distance qui ont fait trembler l'éducation nationale. Et enfin, on vous expliquera qu'est-ce qui se cache derrière les NFT et pourquoi ils affolent Internet. Solidarité avec la CGT. Voici donc nos revendications devant lesquelles nous resterons fermes et solides. Arrêtez avec la CGT. Solide. Primo, nous voulons une revalorisation des salaires. Deuxio, un réajustement salarial. Et Trimo, nous voulons une augmentation. Voilà ce qu'on veut à la CGT. On est bientôt le 1er mai et à quelques jours de la journée internationale des travailleurs et des travailleuses, il semblerait que le droit syndical ne soit pas du goût de certains employeurs. N'est-ce pas, Jeff Bezos? Et oui, récemment aux États-Unis, le vote sur la création d'un syndicat au sein du géant Amazon a provoqué quelques remous. Le 9 avril dernier, 5800 salariés d'un entrepôt d'Amazon dans l'Alabama ont été appelés à se prononcer pour ou contre la création du premier syndicat au sein du géant du e-commerce. Le non a fini par l'emporter et c'est peut-être à cause de la légère implication d'Amazon dans le processus. Légère, vraiment. Amazon a eu un peu peur que la création d'un syndicat ne fasse tâche parmi les autres sites du groupe qui emploie actuellement 1,2 million de personnes dans le monde, dont 800 000 aux États-Unis. Donc, l'entreprise a décidé de mener campagne contre cette idée, comme nous l'apprend le journal Le Monde, à travers des publicités et des sites anti-syndicats, notamment sur Twitch, des posts sur les réseaux sociaux, et l'accélération du rythme d'un feu de circulation à l'endroit où les militants syndicaux distribuaient leurs tracts. Charmant. D'autant que fin mars, le site américain The Intercept a dévoilé des mails internes d'Amazon faisant état d'un programme rémunérant des salariés pour prendre la défense de leur employeur sur les réseaux sociaux. Une vaste opération mise en place en 2018, mais réactivée à l'approche du vote syndical. Avant toute chose, parler d'entreprises de la tech, ça veut un peu tout et rien dire. Cela regroupe tant les startups que les multinationales, l'informatique que le e-commerce, les réseaux sociaux ou bien l'industrie vidéoludique. Quand on parle des grandes entreprises de la tech et de syndicalisme, il faut bien comprendre qu'il existe des conditions de travail très différentes entre un employé d'entrepôt de chez Amazon qui n'a parfois pas le temps d'aller aux toilettes et des cadres de chez Google, bien que ces derniers alertent depuis plusieurs années sur des horaires de travail impossibles ou des conversations téléphoniques enregistrées. Ok, sur le principe, oui, on a le droit de jouer au ping-pong. Le problème, c'est qu'il y a un algorithme qui mesure notre temps de pause en fonction de l'inactivité de notre poste de travail. Et s'il constate que tu fais partie des 20% les moins productifs de la boîte, tu reçois une notification qui t'informe que t'es viré. Oh merde. Pourtant, dans les multinationales de la tech, à majorité américaine, un vent de syndicalisme souffle depuis plusieurs mois, car si les employés intérimaires ou plus précaires s'impliquent dans la syndicalisation, ils et elles inspirent leurs collègues col blanc à faire de même. La plateforme de financement participatif Kickstarter a ainsi fondé son syndicat en février 2020 afin de pouvoir négocier leurs conditions de travail. C'est la première entreprise majeure de la tech à voter en faveur d'un syndicat. Chez Google, le premier syndicat a été annoncé en janvier 2021, après des mois de tension, alors que l'entreprise existe depuis plus de 20 ans. Il existe un secteur dans lequel les syndicats sont présents depuis plusieurs années, et c'est le jeu vidéo. Mais ce n'est pas un processus qui s'est fait du jour au lendemain, comme nous l'a expliqué Nicolas Turcev, qui est journaliste et qui travaille depuis plusieurs années sur les conditions de travail au sein de cette industrie. Du coup, on est arrivé en fait à parler des conditions de travail dans le jeu vidéo, parce qu'il y a un phénomène qui existe depuis très longtemps, mais c'est juste que... et qui a été institutionnalisé au fur et à mesure des années, ça s'appelle le crunch, en fait, qui est l'équivalent de la charrette dans l'architecture, c'est-à-dire que quand il y a une deadline, par exemple, quand on doit terminer une partie du jeu, un bloc du jeu, la direction du studio va dire on met les bouchées doubles, et en gros, on force les développeurs à rester peut-être 10 heures par jour, ou à faire des semaines de 50 heures, ou en tout cas, on les pousse à rester sur le lieu de travail pour qu'ils puissent terminer dans les temps cette deadline-là, en fait. Et c'est un phénomène qui s'est répandu jusque dans les plus grands studios, Ubisoft, Electronic Arts et leurs sous-traitants notamment.
Rockstar notamment qui faisait les grands tests auto. Il y a eu plusieurs enquêtes qui sont sorties à partir du début des années 2000, au milieu des années 2010, on va dire. Ce sujet a commencé à être très prégnant parce que tout simplement il y avait des jeunes qui sont rentrés dans cette industrie-là, qui avaient certaines, je pense, certaines valeurs qui n'étaient pas complètement celles de leur patron de la nouvelle économie, c'est-à-dire que c'était des jeunes qui avaient quelques notions, sinon de droit du travail, au moins de justice sociale, qui ont commencé à sonner l'alerte. Et qui ont commencé juste à dire, ben voilà, on est cramé, on est exploité, je fais des dépressions, voilà, les places sont chères, et ça a baigné dans cette mentalité les patrons souvent, mais comme dans d'autres secteurs, encore une fois, les patrons disaient, voilà, si ça te plaît pas la façon dont tu es traité ici, t'inquiète pas, t'en as 10 plus motivés que toi derrière qui attendent pour prendre ta place, quoi. Donc voilà, on a réifié ce métier passion de développeur de jeux vidéo. Et quand je dis développeur de jeux vidéo, ça peut être n'importe quelle partie de la production, un développeur, graphiste, etc. Et du coup, on l'a réifié, on en a fait un truc où il fallait sacrifier absolument euh, pour, euh, pour pouvoir y entrer. Et surtout, on a appris à bien fermer sa mouille, parce qu'il y a aussi beaucoup d'omerta dans ce milieu. À force d'enquêtes journalistiques et de mobilisation aussi de l'entourage des employés des studios de jeux vidéo, je pense notamment aux épouses des développeurs de Rockstar qui en avaient marre de ne pas voir leur mari à la maison, il y a eu une conscientisation et une médiatisation des conditions de travail. En 2018, en France, il y a eu la création du STJV, le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Se sont posé des questions. Qu'est-ce qu'on fait finalement après cette. Après, on voit que ça fait des années et des années, et même des dizaines d'années que ce problème perdure, ce fameux problème du crunch, mais aussi du non-respect du code du travail et les dépressions, les burn-out, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire que, voilà, il faut se créer un outil de. Je pense que, enfin, en tout cas, de ce que j'avais compris, moi, c'était un peu ça. Il fallait créer un outil de défense collective des salariés de jeux vidéo, puisqu'ils n'étaient pas il n'était officiellement représenté par aucun syndicat. Donc, il y avait des syndicats, évidemment, bien sûr, du secteur informatique, du secteur logiciel, mais c'est pas tout à fait, les problématiques se recoupent pas tout à fait complètement, parce que c'est quand même aussi le jeu vidéo une industrie culturelle à part entière qui a ses problématiques propres. Et je pense que dans leur raisonnement, en tout cas pour parler du syndicat des travailleurs du jeu vidéo qui s'est lancé en 2018, euh, ouais, je pense que leur raisonnement, c'était il faut commencer à porter l'action et à instaurer et déjà juste instaurer les bases du code du travail. Je pense que c'était déjà ça leur revendication primaire, c'est-à-dire des négociations collectives avec les syndicats qui sont présents dans l'entreprise, des négociations annuelles, respecter les 35 heures, respecter les heures supplémentaires, respecter les grilles de salaire, respecter les conventions collectives, respecter les jours de congé, respecter euh, comment dire, voilà, le travail de dimanche qui doit être plus payé, voilà, ce genre de choses, en fait, des trucs qui sont complètement basiques. Des choses basiques, certes, mais pas forcément évidentes pour tous les travailleurs et les travailleuses. Faire grève, connaître les conventions collectives, se mobiliser en groupe, ce n'est pas des compétences qui sont innées, mais plutôt qui s'apprennent. Et encore faut-il réussir à reconnaître que ce qu'on vit au sein de son milieu professionnel, c'est pas normal. Bref, le syndicalisme, c'est aussi un processus social et culturel. Le point commun entre toutes les entreprises des nouvelles technologies, c'est peut-être leur manière de penser le travail. C'est cette idéologie qui consiste à dire qu'on est une grande famille, qu'on fait un métier passion, qu'on adore ce qu'on fait et du coup on compte pas ses heures. Sous couvert de deadline et de flexibilité, le code du travail est complètement ignoré. Ce qui traverse comment dire, ces développeurs-là, comme je disais tout à l'heure, c'est voilà, une idéologie, une socialisation, des façons de penser et de sentir qui ne sont pas si différentes des gens qui, entre guillemets, les exploitent, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas forcément toujours où est le problème, en fait. Parce qu'ils ont pas forcément non plus de notion de la façon dont fonctionne une entreprise, puisque ces développeurs-là sortent d'école, mais comme ils sortent de master, comment dire, de master en informatique quand ils vont chez Google après ou chez Facebook, je ne sais pas. Mais en général, ils se retrouvent directement plongés dans ces atmosphères-là, souvent de boys club en plus, on va pas se mentir, c'est assez peu accueillant pour les femmes, où, euh, où voilà, on est tous ensemble, on forme une grande famille et on réalise un projet commun super cool, super chouette,
on va y arriver tous ensemble, et il faut que tu restes soudé avec les autres, parce que si jamais tu fais un pas de côté et que tu veux juste respecter des horaires normaux, bah, tu vas te faire regarder un petit peu mal, tu vas être peut-être harcelé, on ne sait pas, ça peut arriver, c'est déjà arrivé d'ailleurs. Voilà, tu vas être en dehors du collectif et tu ne feras plus partie de cette grande famille-là. Cette culture d'entreprise, propre par exemple à Google ou Microsoft, participe aussi à tout simplement faire oublier qu'il existe un code du travail. On a tant mis sur un piédestal les secteurs de la nouvelle économie du numérique comme étant novateurs, créatifs, pleins de liberté, qu'on a tendance à faire disparaître toutes les prérogatives propres aux employeurs. Il y a juste un impensé parce qu'il n'y a pas forcément la culture aussi, je pense, historique des combats pour les droits sociaux, pour les acquis les plus élémentaires du droit du travail. Et vu que ça n'infuse pas forcément et que ça ne fait pas partie non plus de leur formation, cette formation au monde du travail, à ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qui est illégal, non tolérable, etc. Vu qu'ils n'y sont pas formés, qu'ils n'ingurgitent pas, et que ça ne leur est pas apporté par leur milieu social, je pense que ils ne titrent même pas, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que, moi, quand je parlais à certains développeurs et que j'enquêtais un peu là-dessus et que je leur disais, mais vous pensez pas qu'il faut un syndicat quand même? Ça fait quand même quelques années que vous faites marcher sur les pieds. Ils étaient en mode, non, les syndicats, c'est vieux jeu. Je pense et peut-être qu'ils ont raison, hein, parce qu'il y a des corporatismes aussi, mais ils avaient une image très désuète et très ineffective du syndicat, alors que dans les faits, les syndicats, c'est juste la représentation des travailleurs qui se battent, pas forcément comme des hargneux, mais qui se battent pour le respect de leurs droits. Et c'est quelque chose d'élémentaire, en fait, finalement, dans la démocratie sociale, en tout cas en France. Et c'est vrai que ça en étonnait plus d'un, quoi, qu'on arrive à parler de ça, de syndicats. Pour eux, c'était comme un gros mot, comme si on brisait un tabou. Comme on le disait au début de cette chronique, on parle depuis quelques mois d'un vent syndical dans les nouvelles technologies qui touche tant les employés au plus bas de l'échelle que les cols blancs. Un choc des cultures pour ces entreprises très polarisées, la Silicon Valley étant historiquement hostile au syndicalisme, estimant qu'il freine l'innovation. En France, là où la culture syndicale est plus forte, des petits sursauts s'opèrent également. Le compte Instagram Balance ta Startup s'est récemment fait l'écho du management toxique, des cas de harcèlement moral et sexuel présents dans certaines jeunes pousses. Ce réveil syndical n'agit pas que sur les conditions de travail élémentaires, mais aussi sur les questions d'éthique et de diversité dans la tech. Dans un article de Libération de Franz Durupt et Lucie Ronfaux, on pouvait ainsi lire « Pour celles et ceux qui décident de s'engager, finalement, il ne s'agit pas seulement de se battre pour leurs droits, mais aussi pour un autre modèle de société. » Outre les sujets de droit du travail, la question de l'impact sociétal du numérique se pose de plus en plus au sein de leur base. Parmi les sujets abordés par le syndicat, l'écologie, le harcèlement sexuel en entreprise ou le capitalisme de surveillance, une thématique qui a pris en importance lors du premier confinement. Reste à savoir si ce printemps syndical va réellement éclore, mais surtout porter ses fruits. Bien sûr, on va continuer à suivre ça pour vous. Depuis début avril, les écoles primaires, collèges et lycées ont fermé leurs portes quasi un an après le premier confinement. Retour donc de l'école à la maison pour 12,5 millions d'élèves, des cours en visio et des espaces numériques de travail, les ENT. Problème, dès le premier jour du retour en distanciel, les espaces numériques ont planté et sont restés inaccessibles par intermittence une grande partie de la semaine. Des dysfonctionnements qui ont provoqué la colère des enseignants et enseignantes qui ont la sensation que rien n'a changé depuis le premier confinement, alors que Jean-Michel Blanquer assurait que tout était prêt en cas de fermeture des établissements scolaires. Tu vas entendre le ministre de l'Éducation dire « Oui, bien sûr, nous sommes prêts depuis des mois. » Ouais, grave, on est prêts, on est méga prêts. Ce qui est encore moins bien passé, c'est quand le ministre de l'Éducation nationale a plaidé ces bugs par des attaques informatiques provoquant l'hilarité sur les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il vraiment? Dans le cadre de l'enseignement à distance, on a beaucoup parlé d'une part des ENT, les espaces numériques de travail et des classes virtuelles, et d'autre part le Centre national d'éducation à distance, le CNED, qui gère notamment le système Ma classe à la maison. Le CNED a été la cible d'attaques informatiques dès le premier jour de distanciel, ce qui a causé des pannes et des ralentissements sur notamment les plateformes Ma classe à la maison. Des attaques qui viendraient de l'étranger, selon Jean-Michel Blanquer. La section cybercriminalité du parquet de Paris a ouvert une enquête pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé et entrave au fonctionnement d'un tel système. Mais ce n'est pas la seule raison des dysfonctionnements des espaces numériques.
Les ENT, eux, dépendent des régions ou des départements en fonction des collèges ou des lycées. Et eux, ils sont restés bloqués une grande partie de la semaine, notamment en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et le Grand Est. Sauf que des réseaux saturés, c'est pas vraiment la faute à des hackers russes, mais plutôt à un trop grand nombre de connexions simultanées. Comme on peut le lire dans un article du Monde, entre les collectivités, on se renvoie la balle, accusant tantôt les prestataires, tantôt l'éducation nationale elle-même. Un réel manque d'anticipation dénoncé par le personnel éducatif, qui déplore le manque d'organisation au sein même des établissements et des rectorats, alors même qu'on leur a demandé de ne pas utiliser d'autres canaux de communication, tels que WhatsApp ou Discord, comme au premier confinement. Un air de déjà-vu, un an après le début de la fameuse continuité pédagogique, qui a laissé beaucoup d'élèves sur le carreau, par manque d'accessibilité aux outils numériques. À l'heure où nous parlons, c'est encore les vacances scolaires, mais espérons qu'à la rentrée en distanciel fin avril, il n'y ait ni bug ni autre cyberattaque. Vous avez peut-être entendu ces derniers temps un terme un peu énigmatique, NFT, 3 lettres pour Non-Fungible Tokens, qu'on pourrait traduire par jetons non fongibles. Alors non fongibles, ça veut dire que ce sont des biens qui ne peuvent pas être individualisés, qui ne sont pas interchangeables. Par exemple, une œuvre d'art, c'est non fongible. Les NFT sont donc des jetons cryptographiques virtuels, mais qui font office de certificat d'authenticité. Avec les NFT, on peut donc acheter des œuvres d'art, de la musique, des créations numériques, mais virtuellement. Et sur Internet, la bulle des NFT est en train de gonfler. En effet, grâce aux NFT, vous pouvez devenir propriétaire d'un mème pour la modique somme de 411 000 $, du tout premier tweet de l'histoire pour presque 3 millions de $, ou même d'un gif. Vous vous rappelez de Nyan Cat, le chat arc-en-ciel qui a enchanté tout Internet en 2011 ? Eh bien, pour célébrer les 10 ans de son œuvre, Chris Torres, son créateur, a remasterisé l'animation originale qu'il avait postée sur YouTube en 2011 pour la mettre en vente sur la plateforme de Crypto Art Foundation. Nyan Cat s'est vendu à 300 Ethers, soit pas loin de 600 000 $ au moment de la vente. Mais comment peut-on devenir propriétaire d'une œuvre qui est déjà présente sur Internet ? Armez-vous de patience parce que là, on rentre dans le dur du sujet. Pour acheter des œuvres, il faut d'abord acheter de la crypto-monnaie et ainsi constituer un petit porte-monnaie virtuel. Vous pourrez acheter par exemple des Ethereum, qui est une crypto-monnaie, un peu comme le Bitcoin, pour ensuite acheter vos NFT. Une quantité de crypto-monnaie correspond à une somme d'argent réelle. Par exemple, on peut acheter 100 $ d'ETH, c'est le diminutif d'Ethereum, soit à peu près 0,060 ETH. Et si vous achetez, la NFT agit comme un acte de propriété de l'œuvre. Personne ne peut annuler votre propriété ou en recréer une exactement pareille, ces jetons étant créés à partir de systèmes de vérification de blockchain. La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui permet donc d'identifier et de tracer les contenus qui y sont associés. Vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. La question qui se pose aussi, c'est pourquoi vouloir acheter un gif ou un tweet ? J'aurais envie de répondre, tout simplement parce qu'on peut en fait. Et que depuis quelques mois, la bulle des NFT gonfle à tel point qu'on promet des fortunes à celles et ceux qui arriveraient à vendre leurs créations par des jetons virtuels. Puisque n'importe qui peut vendre des œuvres numériques, même si elles n'en sont pas les créateurs directs. Par exemple, le média en ligne Numérama a consacré toute une série d'articles aux NFT et a même essayé de vendre l'un de ses tweets. Si on ne peut pas forcément devenir milliardaire grâce aux NFT, il ne faut pas oublier le poids environnemental des crypto-monnaies, mais aussi que ça reste une bulle spéculative dont la valeur change à tout instant et qui pourrait donc exploser. Mais cela a au moins le mérite de nous questionner sur notre rapport à l'art et surtout à qui peut le posséder. Et les NFT, surtout, ça permet quelques initiatives parfois assez drôles, comme par exemple vendre les photos de pénis non sollicitées que vous pouvez recevoir. Ça pourrait en calmer quelques-uns, à bon entendeur. C'est la fin de notre chronique Cybercombat. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, partagez, mettez des petits pouces bleus si vous avez bien aimé. Et si vous le pouvez, devenez sociaux ou donateurs, donatrices du média.